Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Bouddha. Ce soir, nous allons parler de la méditation. Pour ça, nous avons deux intervenants, deux spécialistes que nous connaissons déjà sur du Bouddha. Arminio Dacosta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en hypnostimulation. Vous intervenez aussi pour nous parler en fin de webinaire du Casbina, qui est un appareil d'auto-hypnostimulation, mais vous en direz plus. Et Olivier Badagrieux, bonsoir. Bonsoir François. Vous êtes pharmacien et spécialiste en neurochimie et en neurosciences. Ça nous fera deux éclairages et enseignant d'hypnose. Et enseignant d'hypnose sur les bienfaits. Préparateur mental, tout à fait. Et moi-même, je suis François Laine, je suis journaliste et rédacteur en chef du site 13santé.com. Voilà. Bien, c'est bien ce terme d'hypnose, d'hypnostimulation que j'ai employé pour vous décrire et que Olivier qui a employé, vous avez employé parce que quand on parle de méditation, finalement, ça devient un petit peu un mot valise et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On parle de méditation, on parle de quoi? D'hypnose, d'auto-hypnose, de visualisation, de suggestion, de mantra récité. Enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà. Alors c'est... Oui. J'arrive, Olivier. J'arrive. Alors, pour le coup, la méditation, c'est pas toujours facile de rentrer dedans quand on sait pas par quel bout le prendre, quand on sait pas déjà ce que c'est, par quel bout le prendre. Alors que pourtant, des études maintenant des centres de recherche internationaux de Harvard indiquent que la méditation, ça a un bénéfice sur le ralentissement du vieillissement du cerveau, sur l'abaissement de la tension, sur la qualité de vie, sur un mieux-être, sur des effets antidépresseurs. Donc vraiment, il y a vraiment intérêt, et surtout particulièrement en ce moment, avec du confinement, on a besoin de s'aérer le cerveau et de s'aérer l'esprit. Donc d'abord un petit zoom l'un après l'autre sur une définition de la méditation, de quoi on parle quand on parle de méditation. Je pense que c'est Olivier. Alors pour moi, il y a deux courants de méditation qui sont essentiels. Et aujourd'hui en France, on ne parle que du premier courant, ce qu'on appelle la MBSR ou la méditation pleine conscience, dont les deux, on va dire un petit peu maîtres dans la matière sont Christophe André, la caution scientifique, et Mathieu Ricard. Donc la méditation pleine conscience est basée sur le vipassana. Autrement dit, on accueille les sensations, on accueille les émotions, mais on ne les modifie pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de vide et voilà, j'ai des pensées négatives, je les accepte, j'en prends conscience, mais je ne les modifie pas. C'est-à-dire que si je vais pas bien, je prends conscience que je vais pas bien, j'accueille, je suis dans l'esprit du débutant et c'est comme ça. Et en discutant avec des méditants de pleine conscience ou de vipassana qui font des stages de 9 ou 10 jours par an, une ou deux fois, ils me disent que des fois ils n'arrivent pas non plus à méditer parce qu'ils sont pas forcément bien, mais c'est comme ça, c'est ok, ils acceptent. Par contre, il y a un autre courant, moi c'est celui que je défends un petit peu, c'est le courant samatha. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la pleine conscience, on est dans la méditation de concentration. Autant la méditation pleine conscience nous vient des bouddhistes et du courant tibétain, là ça nous vient des hindouistes. Et en fait, on se concentre sur la respiration, on se concentre sur un yantra, on se concentre sur des mudras, on se concentre sur une couleur. Et le principal courant, c'était Osho. Donc Osho, que l'on connaissait aussi sous le nom Rajni, puisqu'il a changé 2 fois de nom et qui était un des grands gourous de ce type de méditation, qui se rapproche un peu plus de l'hypnose, parce qu'en fait, dans le courant samatha, il n'y a rien d'important en dehors de mon objet de concentration, alors que quand on est dans le vipassana, j'accueille tout. Tout est important et rien n'est important. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Et c'est compliqué de pratiquer la méditation vipassana si on n'est pas pratiquant régulier. Et c'est là que l'hypnostimulation, on en parlera tout à l'heure, a son rôle à jouer. D'accord, merci Olivier. Arminio, un petit complément. C'est assez difficile de rajouter quelque chose sur ce plan-là parce que je crois qu'Olivier a très très bien cadrer techniquement les choses. Moi, je dirais peut-être plus dans ma vision des choses, mais encore une fois, moi, par contre, je n'ai pas toute la culture d'Olivier. Moi, plus pratiquement, je dirais que quand on j'entends plus, il y a le courant. Pour moi, je résumerai ce qu'a dit Olivier. Il y a une méditation qui est plus dans une logique de développement spirituel. Pour se connecter à l'univers, à des énergies, à soi, etc. Et il y a un courant
et que c'est aussi celui-là plutôt que je représente, même si en hypnostimulation, dans nos programmes, on a toutes sortes de programmes de toutes sortes qui vont dans les deux courants ou les trois courants. Et puis la partie beaucoup plus thérapeutique, c'est-à-dire effectivement, ben, en ce moment je suis pas bien, est-ce que éventuellement je peux utiliser ces techniques pour aller mieux, pour me libérer du stress, pour apprendre à lâcher prise, pour mieux dormir, pour être plus performant dans mon travail ou dans une activité sportive, etc., etc. Donc, et si on est plus dans une logique spirituelle, j'appelle ça plutôt de la méditation guidée. Et si on est dans une logique thérapeutique, dans ma pratique, j'appelle ça plutôt de l'auto-hypnose ou de l'hypnoméditation ou voire de la sophrologie. Tout ça, pour moi, ça se rejoint un petit peu. C'est pour ça que moi, je coupe plutôt par rapport aux objectifs plus que par rapport aux pratiques. Mais je partage totalement ce qu'a dit Olivier. Hein. Olivier, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, puisque vous êtes donc pharmacien et spécialiste en neurochimie et en neurosciences? Est-ce que vous connaissez les mécanismes chimiques qui sont en place lors de la méditation? Puisqu'on sait que ça protège du vieillissement du cerveau. Donc, il y a vraiment un effet concret neurochimique, chimique peut-être. Alors, je peux effectivement parler de la neurochimie, aussi des zones du cerveau que les neurosciences ont permis d'identifier dans la méditation. En fait, quand on va travailler en méditation, quel que soit le courant de méditation choisi, on va stimuler de la sérotonine. Et la sérotonine, eh bien, c'est ce qui nous permet de rentrer dans des états de détente profonds. Alors, j'ai pas dit que la méditation nous mettait dans des ondes θ, mais en tout cas, les ondes θ sont effectivement liées, delta, pardon, sont liées à la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'apaisement. Et on sait que pour un cerveau agité qui a beaucoup d'idées, que ce soit l'acétylcholine ou que ce soit la dopamine, parce que quelque part, j'expliquerai tout à l'heure, si j'ai le temps et la possibilité d'en parler, comment les différents neurotransmetteurs impactent sur les ondes cérébrales. Quand vous êtes tout le temps à réfléchir, à penser, à avoir des idées, eh bien, c'est l'acétylcholine. Quand vous êtes tout le temps à vous engager à avoir 10 000 projets à la fois, être dispersé, ben, c'est la dopamine. Et la sérotonine est, on va dire, le neurotransmetteur un petit peu antidote de ça. Alors, ce que les neurosciences ont montré, c'est qu'effectivement, eh bien, la méditation agissait sur le contrôle de l'attention, sur la régulation des émotions et sur la métacognition. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent des pauses méditatives parce qu'elles savent que la puissance de ces pauses-là permet au cadre de se régénérer, d'avoir plus de régénération, justement de créativité. Alors, je vais donner un petit peu les 7 zones du cerveau qui correspondent à ce qui a été montré en neurosciences. Il y a d'abord la mémoire et l'attention. On sait que la méditation va permettre d'augmenter la mémoire, d'augmenter l'attention, la facilité de se concentrer, d'avoir une mémoire autobiographique plus puissante, et ça, c'est par le cortex cingulaire postérieur. Et puis ensuite, il y a la régulation émotionnelle, c'est-à-dire que la méditation nous permet de réguler les émotions. Là, c'est le cortex cingulaire, mais antérieur. Alors, cortex cingulaire, c'est toujours les émotions. Cortex insulaire, c'est les sensations, pour rentrer un petit peu dans le détail. Après, on a la focalisation de l'attention. La focalisation de l'attention, c'est le préfrontal, c'est-à-dire ces 2 lobes frontaux, qui nous permettent d'être beaucoup plus, on va dire, attentifs. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le neurotransmetteur dopamine. Et puis, on a la sensibilité à la distraction, c'est-à-dire que lorsqu'on pratique la méditation, on se distrait de la distraction, c'est-à-dire qu'on apprend à ne pas avoir l'esprit de singe qui part de liane en liane, et puis on va agir avec la méditation sur les amygdales, alors pas les amygdales ici, souvent comme les gens me le disent, mais les amygdales qui sont au niveau temporal, qui sont des petites noisettes, et en fait les amygdales cérébelleuses qui agissent sur les émotions. Et on va pouvoir travailler, et c'est important vu le contexte aujourd'hui, travailler sur une focalisation, ne pas avoir les pensées qui partent dans tous les sens, et travailler sur nos émotions. Et puis ensuite, on a la perception intérieure, ce qui est activé par l'insula antérieure, et ce qui nous permet d'être plus créatif, de percevoir des signes, d'être très intuitif. Et puis la dernière zone du cerveau qui est activée par la méditation, c'est l'hippocampe. L'hippocampe se développe par la méditation et permet d'avoir une meilleure mémoire. Voilà un petit peu pour vous expliquer les différentes zones que les neuroscientifiques ont identifiées lors de la pratique de la méditation. Très bien.
Arménio, par la méditation, évidemment, donc on va reboucler sur la situation actuelle de stress, de peur d'un virus, du confinement, du fait d'être bloqué, d'avoir l'impression d'être cloisonné. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Nous le sommes physiquement. Vous pensez que la méditation peut être une sortie, une façon de mieux accepter la situation ou de se connecter à d'autres dimensions, non? Alors, ben, tout ça, je dirais que par rapport à la situation actuelle, de mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est de ne pas vivre dans une logique de stress, de peur, parce que d'une part, il a été démontré que un haut niveau de stress et la situation qu'on vit pourrait déclencher un niveau de stress important en nous. C'est normal, il y a de l'inconnu, il y a des situations qui peuvent être mortifères pour plein de gens, etc. Donc, on est vraiment dans un moment où une part de nous a vraiment peur. Et la peur est très dangereuse parce que elle va. Les neuroscientifiques disent qu'on peut aller jusqu'à diminuer par 2 nos défenses naturelles juste parce qu'on est dans un état de stress. Or, dans un moment où on doit se battre contre des virus un peu agressifs, il s'agit que nos défenses naturelles soient au top du top. Et donc, avec le moindre stress possible. Ça, c'est vraiment fondamental. Et en plus, j'ai découvert récemment, ces jours-ci, en écoutant justement un scientifique qui disait que justement le stress, en premier lieu, va fragiliser nos poumons. Alors, par rapport au fameux coronavirus en ce moment, il est clair que si le stress diminue nos défenses naturelles et en plus les défenses naturelles en premier du poumon, d'après ce que j'ai entendu ces jours-ci, eh bien, il va de soi que utiliser des outils, et notamment la méditation ou l'hypnostimulation dont on parlera tout à l'heure, pour être dans un niveau de stress le plus bas possible, c'est déjà un cadeau. Pour moi, c'est déjà la base de la base. Alors, si en plus, on peut peut-être profiter de cette situation pour, vu qu'on a le temps de se poser, le temps de réfléchir, le temps de peut-être donner un peu de sens à tout ça, un peu de sens à ce qu'on est en train de vivre, c'est quoi ma place dans ce monde, qu'est-ce que je suis venu faire, etc., etc. Et donc, là, on est plus dans la méditation dont je parlais tout à l'heure, qui est plus dans une logique de recherche spirituelle, une recherche de sens par rapport au monde, par rapport à l'univers. Et là, je pense que la méditation a toute sa place, évidemment. Voilà, donc aux 2 niveaux, aussi bien au niveau bien-être et pour se protéger de la situation, je crois qu'il faut utiliser la méditation pour avoir le moins de stress possible. Et puis peut-être aussi, en parallèle ou en même temps, utiliser ce genre de technique pour se connecter au meilleur de soi et à nos objectifs les plus spirituels ou les plus élevés en nous. Voilà. Voilà comment on voit les choses aujourd'hui. Ok. Olivier, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas par où prendre la méditation, qui n'ont pas vraiment une idée claire de ce que c'est et de comment on fait, vous auriez des conseils de mise en route pour débuter? Tout à fait. Alors, je vois les questions. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions qui ont... Oui. On fera ça à la fin du webinaire. D'accord, ok. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui s'adressaient directement à moi sur l'EFT et tout, on en parlera. En fait, la méditation, c'est déconnecter du monde extérieur. C'est ça, c'est déconnecter du monde extérieur. Et soit on se concentre sur, on va dire, ses sensations, ses émotions, et il n'y a que ça d'important. Et c'est ce qu'on appelle en neurochimie, puisque tout à l'heure on parlait de la neurochimie, j'ai parlé plutôt des zones du cerveau pour commencer. On appelle la fonction état, c'est-à-dire on se concentre sur son état et pas sur la fonction canal. La fonction canal, c'est un peu les 5 sens. C'est comme si en fermant les yeux, déjà, on sait qu'en fermant les yeux, on rentre pratiquement dans une sorte d'état alpha, parce que de fermer les yeux, on coupe les stimuli visuels qui sont à l'origine de 85% des pensées. Donc déjà, fermer les yeux, je vais en parler un petit peu dans les conseils, c'est la base. C'est de fait de dire, je ferme les yeux, ben, je vois pas le mur là, je vois pas la couleur rouge, je vois pas le tableau, qui m'envoie en fait plein d'informations à la seconde, qu'inconsciemment, crée des pensées sans que j'en prenne le contrôle. Autrement dit, en fermant les yeux, je rentre dans mon état interne, et l'état interne est caractérisé par 4 neurotransmetteurs qui sont l'acétylcholine, le GABA, la dopamine, la sérotonine. Alors que la fonction état, c'est les infos, la fonction état, c'est les 4 neurotransmetteurs dont je vais parler. La fonction canal, c'est ce qui nous vient de l'extérieur, et c'est le glutamate, c'est effectivement l'aspartate, et c'est le GABA. Et ce sont ceux-ci
qui fait que ce rapport interne-externe fait que notre conscience perceptuelle, elle est toujours à analyser qu'est-ce que je fais, où je suis. C'est Damasio, dans les années 1997, qui a travaillé dessus et qui a montré que la conscience était là pour faire le lien entre le monde subjectif et objectif. Et quand je rentre en méditation, je me coupe du monde subjectif. Je rentre dans le monde objectif qui est de mes sensations. Alors, soit j'accueille les sensations, ça c'est la méditation pleine conscience, soit je concentre mon attention sur une forme, un mantra, un souffle, une technique de respiration, et ça c'est la technique dont je parlais tout à l'heure des yogis hindous, qui est basée donc sur la méditation samatha. Alors, on peut donner déjà un premier exercice pour les gens qui sont connectés, qui nous regardent, de fixer son attention là sur le mur qui est en face de vous ou dans la pièce et de porter votre attention comme ceci en fixant au loin. Et tout en regardant ce point que je suis en train de faire en même temps que vous pour vous montrer l'exercice, eh bien je vais compter les bruits qui sont en train de se manifester. Par exemple, j'entends le bruit du voisin, je vais dire 1. Bon, là, c'est pas le cas, je fais comme si c'était le cas. J'entends le bruit d'une voiture, 2. J'entends le bruit d'une télé à côté, 3. Eh bien, en fait, en portant mon attention sur l'extérieur et sur les bruits extérieurs, donc que ce soit visuel ou extérieur, je me coupe de ce rapport qu'il y a. Je suis plus dans mon état interne, je suis concentré sur quelque chose, et c'est ça qu'on retrouve dans la méditation samatha. Et si vous le faites, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a aucune pensée. Aucune pensée ne vient en faisant cet exercice qui vous prend 2 à 3 minutes tous les jours et qui va vous permettre de développer votre attention, votre focalisation et surtout couper n'importe quelle pensée en 2 minutes. Et moi, quand je travaillais à l'époque en société, j'étais directeur des ventes, eh bien, il m'arrive toujours des choses imprévues. On a des excitations, des choses qui se passent pas dans les délais. Eh bien, je portais mon attention de suite en ayant raccroché le téléphone sur ceci, je faisais cet exercice et en 2 minutes, j'avais retrouvé un état émotionnel. Que vous avez mentionné, et après on passera à Arménio. Très souvent, quand on parle de méditation, on entend parler effectivement de respiration, d'exercice respiratoire. Ça a un élément déterminant, c'est l'autre porte d'entrée la plus simple. Vous avez parlé d'un stimuli visuel à un point sur le mur, mais l'entrée dans la méditation aussi se fait assez facilement par la respiration ou pas particulièrement? Olivier? Apparemment, Olivier, tu ne m'entends pas? Olivier? Ah oui, c'est à moi qu'on me pose la question. Je crois que c'était Arménio. D'accord. Okay. J'attendais qu'Arménio réponde parce que j'avais parlé assez longtemps. Je me reposais. C'est vraiment ton sujet là, franchement. Ouais, alors la respiration, effectivement, permet de rentrer dans ces états. Alors, dans la vipassana, la méditation de pleine conscience, on ne modifie jamais sa respiration. J'insiste sur ça. La respiration, on ne la modifie pas. On sent l'air qui rentre, et d'ailleurs Christophe André, dans toutes ses méditations, le fait comme ceci, et on se concentre sur l'air plus tiède à l'expire, un peu plus chaud. On ne fait que porter son attention sur les sensations de sentir l'air qui rentre et qui sort. Alors que sur les méditations vipassana, samatha, on va se concentrer sur des respirations, on va faire des apnées, des rétentions, on va compter 8, on va bloquer 4, on va souffler 16. Ça, c'est pas de la pleine conscience. Ça, c'est des techniques dont je parlais, samatha, et on modifie totalement, on va dire, son état de conscience. Donc on rentre dans des états de conscience dans samatha, alors que la méditation, en portant son attention, va faire en sorte d'enlever, on va dire, ce gyrus qu'on a, j'ai pas dit virus, hein, cette girouette qu'on a dans la tête, et nos pensées se désactivent. Et du coup, comme elles se désactivent, on va rentrer aussi en état alpha, mais pas par le même moyen. Arménio, quelle différence vous faites entre méditation et hypnose, ou plutôt auto-hypnose? Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Est-ce que le fait de se mettre dans un état de conscience particulier, relaxé, sorti des contraintes de l'extérieur, ça permet pas uniquement de se focaliser sur un but, un projet ou une seule image, et en ça, c'est pas que de l'auto-hypnose? Est-ce que c'est pas du tout pareil? Pour moi, l'auto-hypnose et ce que vient de décrire Olivier, c'est différent dans la mesure où, dans ce que vient de décrire Olivier, il y a la recherche d'un état ou d'un autre, selon les deux principes. Ici, quand nous travaillons avec nos outils en auto-hypnose,
Nous avons bien entendu l'objectif de se mettre dans un état de profonde détente. Et j'allais dire que dans notre vision du monde, on se fiche un tout petit peu de comment ça s'appelle. On va nous utiliser des techniques à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, des techniques qui ont fait leurs preuves, que nous on trouve intéressantes. Et nous on travaille plutôt d'une façon guidée, c'est-à-dire qu'on, même si on a des programmes dans nos outils qui ne sont pas guidés, au départ pour initier les gens, on travaille toujours de façon guidée, soit en méditation guidée, soit en hypnose les gens. On est d'accord. Et dans ce cas-là, notre objectif, il y a clairement un objectif, pas seulement, mais ça c'est ce que disait Olivier, c'est le départ. Il n'y a pas qu'un objectif de se sentir bien. On va rajouter nous de la suggestion pour faire évoluer le schmilblick, parce que l'objectif c'est pas, pour nous en tout cas, c'est pas juste de constater je suis bien ou je suis pas bien. Ok, c'est déjà super. Mais si grâce, Olivier qui est beaucoup encore plus pointu que moi dans le domaine de la suggestion, pourra nous en dire encore plus, aller plus loin que ça tout à l'heure. Mais nous, dès le départ, on initie les gens tout de suite avec de la suggestion, avec du guidage, avec la guidance, pour leur apprendre ces techniques tranquillement. Alors, on parlera aussi de notre outil tout à l'heure, mais pour nous, maintenant, on se rend compte que il y a une confusion. François, tout à l'heure, tu parlais de valise. Effectivement, il y a une confusion où les gens mélangent méditation guidée, sophrologie, hypnose, auto-hypnose. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces techniques se mélangent. Alors, il y a des puristes, comme dans tous les domaines. Nous, on n'est pas des puristes. Nous, on est plus des personnes, des intégrateurs, des gens qui, dans nos techniques, on mélange un petit peu toutes les techniques avec, en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux grands objectifs. Un objectif plutôt spirituel, développement personnel, développement spirituel, et un autre qui est plutôt thérapeutique. Je vais pas très bien, ou plus exactement, j'ai un comportement qui me gêne, qui me pose problème. Comment je peux faire pour que, tout en respectant mon identité, en respectant qui je suis, comment je peux éventuellement faire un comportement qui aujourd'hui rend ma vie difficile ou qui me pose des problèmes dans mon travail, dans ma vie affective ou dans ma vie personnelle. D'accord. Voilà. Donc nous, on est plus dans une logique quand même proactive. D'accord. Mais ce n'est pas en contradiction avec ce que vient de dire Olivier, mais c'est dans le prolongement. Alors, je rejoins totalement ce que vient de dire Arménio. Je me suis formé, moi, à la méditation pleine conscience par le courant MBSR et je suis allé voir à Lille, donc à l'INSERM, le professeur Servant, qui est donc responsable d'un service dans le CHU qui travaille avec l'INSERM, qui travaille aussi avec des appareils stimulateurs qu'on trouve de cohérence cardiaque, en lien avec la société Symbiophie. Et Dominique Servant dit exactement ça. Il y a d'un côté les puristes, comme Christophe André, qui sont dans la définition de la méditation pleine conscience, et ça doit être fait comme ça. Il y a la respiration, il y a le body scan, il y a les techniques, on va dire, concentrées sur la respiration. Et Dominique Servant, il dit, mais moi, je trouve ridicule de dire, parce qu'on fait de la méditation pleine conscience, on n'a pas le droit de faire de visualisation ou d'auto-hypnose, et que la méditation pleine conscience, c'est ça, et on ne doit pas faire ça. Il dit, ce qui est important, c'est le bien-être, comme disait Arménio, et en fait, il faut prendre ce qui est efficace, et moi, je suis comme les Japonais. Je m'en fiche des courants, je connais les courants, mais je prends ce qui me convient, et ce qui me permet d'être bien, parce que le but de la vie, et l'intention que j'ai tous les jours, que j'essaye de donner aux gens que je suis en accompagnement, c'est qu'il faut être bien tout le temps. Et mieux, l'intention de la journée, ça serait d'aller de mieux en mieux. Alors, rien à faire, que ce soit de la sophro, de l'auto-hypnose, de l'hypnostimulation, de la méditation, c'est d'aller bien tout de suite, d'aller bien maintenant, parce que quand tu vas bien, c'est le cortex insulaire qui est activé par le tronc cérébral, qui va libérer des informations au niveau du cortex singulaire, qui libère les neurotransmetteurs. Donc chaque fois que tu n'es pas bien, tu libères des neurotransmetteurs de déprime, de rejet, de dégoût, de tristesse, et non seulement tu pollues ton corps, mais en plus tu envoies des mauvaises informations dans ton subconscient, tu as des pensées négatives, et tu vas pas avoir la vie que tu souhaites. Pour aller bien dans sa vie, il faut aller bien dans sa tête, et ça, c'est quelle que soit la technique. C'est de suite, et je dis, cette phrase qu'on retrouve souvent dans la méditation, c'est ici et maintenant que tu dois aller bien. Et avec... Là, je suis à 100% d'accord. Peu importe le flacon, pourvu qu'on est livré. Hein, c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Bon, vous direz ça, mais là, le principe, c'est celui-là.
Effectivement, peu importe le nom de la technique, peu importe si on les mélange pas. Ce qui compte, au bout du bout, est-ce que c'est efficace? Est-ce que les personnes qui vivent ces séances se sentent mieux après ou pas? Est-ce que c'est plus ou moins facile à aborder ou pas? Ça, c'est ça les questions importantes. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller, parce que je pense que les personnes qui nous regardent, veulent aussi des solutions pratiques et concrètes. Je le pense. Bien sûr. Et d'ailleurs, justement, vous parlez d'efficacité de concert tous les deux, comme unité de mesure de la méditation et de la bonne méditation. Mais alors le problème, ce qui me fait peur, c'est quand on lit par exemple des articles de publications scientifiques sur les bénéfices de la méditation, c'est toujours des méditants qui ont médité depuis 10 ans, qui méditent 2 heures par jour depuis 20 ans. On se dit, mais non, mais attends, moi j'y arriverai jamais, quoi. Pas tout de suite, je veux un truc tout de suite, pas dans 10 ans et pas à coup de 2 heures par jour. Alors est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a des bénéfices tout de suite, maintenant, dans le simple fait que j'ai médité, je ne sais pas, 20 minutes après, en ayant fini le webinaire, il y a quelque chose à la sortie ou faut attendre 10 ans? Bon, heureusement, je me permets, je laisserai la parole ensuite à Olivier. Moi, je vais pas, moi, je fonctionne comme ça également. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit avec les outils technologiques dont on parlera tout à l'heure, comme le Cadina NeuroPlus, ou les outils formels, c'est-à-dire les techniques qu'on peut apprendre, et dont Olivier est un maître, donc il pourra les évoquer, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un Casina pour apprendre des techniques d'auto-hypnose, même si ça va plus vite, hein, on est d'accord, hein, je vous expliquerai tout à l'heure que le Casina est indispensable, mais au-delà de ça, il y a quand même plein de techniques, dont Olivier pourra parler aussi, qui permettent d'apprendre très très vite d'une part, sans forcément faire des retraites très compliquées, très loin de notre mode de vie. Et je dirais même qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma pratique, ce que je peux vous dire, c'est que mes clients, souvent, je leur conseille de faire leur méditation à des moments stratégiques de la journée où ça ne prend pas de temps. Et notamment, par exemple, le moment où, juste avant de se coucher, par exemple, eh bien, je leur dis, que vous vous couchiez à 10h, 11h ou 1h du matin, peu importe. Eh bien, si c'est avec le Cadina ou tout seul, c'est un moment, je dirais que c'est le seul moment dans la journée où tu ne peux pas ne pas le faire, parce que là, ça ne te prend pas de temps. Et que c'est un moment vraiment idéal pour méditer ou faire l'auto-hypnose pour mieux dormir, pour en plus éventuellement préparer sa journée du lendemain, en visualisant déjà des choses positives, en visualisant déjà peut-être les belles choses qu'on a vécues dans la journée, etc., etc. Il y a plein de techniques pour ça. Donc là, on peut pas me dire que ça prend du temps. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde a ce temps-là. Tout le monde peut avoir ces 10 petites minutes avant de s'endormir. Et pour moi, ça fait gagner du temps, parce qu'en réalité, le fait d'avoir cette pratique va faire qu'on va avoir un sommeil tellement plus réparateur. D'abord, on va rentrer plus vite en sommeil. On aura un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc, en fait, on gagne du temps, parce que le lendemain, on va se réveiller. Si on a très bien dormi, on va être en forme, on va être beaucoup mieux dans sa peau et dans sa vie. Et vous savez à quel point j'insiste sur la qualité du sommeil, parce que pour moi, c'est la base de la base, hein. Pas de sommeil de qualité, pas de vie de qualité, c'est pas possible. Donc voilà, rien que cette partie-là, pour moi, tout le monde peut le faire, avec un tout petit peu d'entraînement, avec un Casina bien sûr, on en parlera tout à l'heure, ou avec les outils dont va nous parler Olivier, parce que lui il est très pointu là-dedans. Mais tout le monde peut faire ça sans rentrer dans des pratiques très, j'allais dire parfois dogmatiques, comme disait Olivier. Nous on n'est pas du tout dans le dogme, nous on est totalement pragmatique. Moi ça fait 20 ans que je m'occupe un peu de moi et que j'ai plus de 10 000 clients aujourd'hui que j'ai suivis. La très 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 grande majorité ont très facilement appris, et pour eux, vous leur posez la question, ils vous disent oui, c'est une évidence, c'est pas si compliqué qu'on a l'air de le dire un peu partout, quoi. D'accord, Olivier, vous confirmez? Alors, je confirme, parce que je suis un utilisateur depuis 2016 du Casina, et je l'ai fait au départ pour essayer d'apporter des améliorations dans ce que je faisais en hypnose à mes clients. Et finalement, c'est devenu un outil pour moi très intéressant, parce que comme je voyage beaucoup, eh bien, que ce soit en avion, que ce soit dans le train, quand je pars de Bordeaux sur Toulouse en train puis en bus, donc pour aller en Andorre, j'ai 6 heures de déplacement. Et là, même si on est habitué et qu'on connaît les techniques d'hypnose, eh bien, on va pas forcément rentrer, parce que il y a le bus qui bouge, il y a quelqu'un à côté qui téléphone. Vous avez votre appareil, le Casina, vous avez vos oreillettes ou le casque, selon le modèle que vous choisissez, de pouvoir
écouter, et du coup, vous êtes dans votre monde et vous rentrez immédiatement, en 2 minutes, dans ces états de relaxation. Alors que quand vous n'avez pas l'habitude, eh bien, quand il y a un contexte extérieur, un environnement un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire toxique, mais un petit peu dérangeant, c'est très difficile, même pour quelqu'un de pratiquant. Voilà, il faut avoir un état émotionnel bien aligné, il ne faut pas être trop fatigué, il ne faut pas être stressé, il ne faut pas être dans l'agitation. Et quand on est chez soi, c'est facile, mais quand on veut effectivement rentrer en hypnose n'importe où, c'est compliqué. Surtout que pour moi, je suis un fervent défenseur du fait que la pleine conscience ou la méditation, c'est pas matin et soir, c'est toute la journée. C'est-à-dire que on doit être conscient de ses sensations. Je suis pas bien, j'ai un outil pour rentrer dans un bien-être en 2 minutes, et au bout de 5 minutes, je suis super bien. Et c'est ça qui va régénérer les gens, parce que s'ils faisaient ça à chaque fois qu'ils sont pas bien, eh bien, il y aurait pas 38% des gens aux portes du burn-out. C'est tout, c'est 38% des gens aux portes du burn-out. Et alors, une chose, Olivier, donc même toi qui pourtant maîtrise ces techniques à fond, ça me touche beaucoup d'entendre ça, parce que toi qui est quand même il y a un pro dans le domaine, bon, c'est pas pour passer de la pommade, mais quand même, il n'y a pas que moi qui, donc mais quand même, mais, tous les gens qui te consultent et qui font des prouesses grâce à tes conseils et grâce à tes techniques, ça me touche beaucoup que tu dises que même toi, tu l'utilises pour ton bien-être personnel. Ça me touche beaucoup, et c'est vrai, parce que j'ai beaucoup d'hypnothérapeutes ou de professionnels qui l'utilisent dans leur cabinet, mais aussi pour eux, quand ils ont besoin de se ressourcer très rapidement. Et est-ce que, mais toi qui es un peu, parce que moi, si j'en parle, je vais peut-être être taxé d'être un petit peu partisan, mais est-ce que toi, tu sais que le Casina n'est pas le seul outil dans le domaine, est-ce que tu en as déjà essayé d'autres? Alors, j'ai essayé effectivement, et j'avais fait le choix en 2016, après avoir essayé un appareil en 4 lettres qui s'appelle le Psio, voilà, que j'ai pas du tout aimé, parce que, il était un petit peu violent, on le faisait surtout les yeux ouverts, et je trouvais que ce qui était intéressant, les yeux fermés avec les 3 couleurs de base qui sont sur le Casina, c'est que j'avais presque des hallucinations, c'est-à-dire que quand j'ouvrais les yeux, je voyais les 3 diodes, enfin les différents diodes, vert, bleu et rouge, il n'y a pas de jaune, et en fait, ça crée une symbiose, ça active un petit peu la glande pinéale, et on arrive à voir des circonférences, des symboles qui ne sont pas activés, c'est-à-dire que ça active une représentation dans le subconscient. Alors pour répondre à ta question, je suis pas un Superman, parce que les gens me disent ouais mais toi t'es un Superman. Non, je suis quelqu'un qui a de super outils, et des fois tu as des outils que tu maîtrises qui fonctionnent moins bien. Par exemple aujourd'hui depuis 9h, j'ai fait des vidéos jusqu'à 19h. Merci d'être là. J'ai fait donc je t'en prie, pour ça que je suis arrivé à 8h15, j'ai fait 12 heures de vidéos, parce que j'ai fait des vidéos sur le coronavirus, j'ai fait des séances d'hypnose et de Ho'oponopono que je vais mettre sur YouTube, et surtout, donc j'avais une formation à faire. Eh bien, quand on est comme ça stimulé pendant 12 heures, il faut redescendre. Il faut redescendre. Et pour pouvoir s'endormir et avoir le sommeil dont tu parlais, il faut effectivement se préparer. Donc, en plus, avec l'ordinateur, stimulation un petit peu de la lumière bleue, eh bien je sais que je vais être hyper excité, je trouve pas le sommeil avant 1 ou 2 heures, sauf si j'utilise cet appareil qui va me permettre de préparer l'endormissement. Sinon, je suis obligé de prendre un verre de vin, parce que le vin, ça stimule le GABA et ça permet de s'endormir plus vite. Alors j'ai choisi, c'est le Casina ou c'est le vin de Bordeaux. On parlera du Casina assez précisément, parce que là vous êtes parti dans le Casina, mais on n'a pas encore dit ce que c'était, et je pense que des gens sont un peu perdus dans la discussion. Nous, on sait ce que c'est, mais on viendra dessus très rapidement, Arménio. Je voulais vous demander, quand on parle de méditation, souvent, on le comprend comme la super méthode anti-stress. Donc, grosso modo, c'est fait pour débrancher la prise de l'attention de la journée, de l'activité de la journée, tout le poids psychique, la charge mentale, comme on dit, qu'on peut avoir. La méditation, ça ne sert qu'à débrancher la prise, ou est-ce que ça peut servir au contraire à retourner dans le monde, à aller être dynamique, à en vouloir, ou est-ce que c'est vraiment juste un anti-stress? À toi, Olivier, je pense. Je répondrai aussi, mais je pense que c'est à toi en premier de répondre. Alors, il y a 2 choses différentes dans ce qu'on vient de dire, parce qu'on a parlé un peu d'hypnose ou d'auto-hypnose tout à l'heure. L'auto-hypnose, alors, on se relaxe dans l'auto-hypnose, mais on n'est pas dans un endormissement dans l'auto-hypnose. Dans l'auto-hypnose, on va en fait être dans une hypervigilance.
en fait, on perçoit les choses avec beaucoup d'acuité, on va pouvoir reprogrammer les choses. La méditation, effectivement, a plus cette fonction de pouvoir débrancher, même si on peut le faire en auto-hypnose, mais dans l'auto-hypnose, on est bien, mais on se reprogramme. Dans la méditation, on se déprogramme plutôt en se coupant du monde extérieur. Enfin, moi, c'est ma perception. Bien que souvent, dans nos séances, on fait les deux phases, c'est-à-dire qu'en général, on fait une phase qui est plutôt une phase de libération du stress, pour évidemment de se reconnecter, pour se détendre. Et dans un deuxième temps, on utilise des techniques de suggestion, d'hypnose, pour reprogrammer positivement notre subconscient, pour faire un peu avancer le schmilblick. Parce que l'idée, c'est pas seulement tous les jours d'avoir des outils qui permettent de se libérer du stress, mais si je change mon attitude, si je change un tout petit peu mon comportement face à une situation, eh bien, le retentissement que cette situation va avoir sur moi, l'impact qu'elle va avoir sur mon émotionnel ou sur ma vie va être différent. Donc, le regard conditionne totalement mon expérience. Donc, je peux être il y a des personnes qui sont dans des endroits extrêmement stressants pour certains, mais eux, ils sont parfaitement comme des poissons dans l'eau. Tout va bien parce que leur comportement par rapport à la situation n'est absolument pas délétère pour eux. Alors que d'autres personnes, dans la même situation, deviendraient complètement pressées, mal et prêts à un burn-out. Et donc, vas-y Olivier, je t'en prie. Alors, je vais répondre sur ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de tempéraments qui sont dictés par les neurotransmetteurs. C'est là que je parle de neurochimie. Il y a des gens qui sont des dopaminergiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans la stimulation, ils ont besoin d'agir, de bouger, d'être aventuriers. Donc, ils adorent le stress. À l'opposé, on a sur cette grande diagonale les gens qui sont mus et qui sont plutôt dominants en sérotonine. Et les sérotoninergiques recherchent l'harmonie. C'est-à-dire qu'un sérotoninergique, tu l'amènes dans un restaurant, ce qui est bondé de monde et il y a du bruit, il peut pas rester. Le dopaminergique, il fait même pas attention au bruit. Il est stimulé partout. Et puis, il y a aussi dans les gens un peu plus dans le off, il y a le GABA. Les gens qui sont dans le GABA, ce sont des gens qui ont une séquence l'une après l'autre, qui font les choses jusqu'au bout, qui sont un petit peu fonctionnaires dans leur façon de faire, qui font effectivement manger toujours à la même heure, aller toujours au même restaurant. Ben ça, ce sont des gens qui sont plus dans ce que tu disais, Arménio. Alors qu'à côté, les gens qui sont on du cerveau, c'est les dopaminergiques, acétylcholinergiques. Donc, déjà, la neurochimie et ces tempéraments fondamentaux font qu'on réagit pas du tout de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais moi, ça me stresse pas, ça m'excite. Parce que waouh, c'est quelque chose de nouveau, comment je vais mobiliser mes ressources? Et tu as des gens, ils sont complètement stressés et ils se prennent des strokes, comme on dit, c'est-à-dire ils se prennent 40 points de stress, 20 points de stress, et tu as 200 points au départ. Quand tu arrives à zéro, c'est comme dans les jeux d'arcade, tu es en burn-out ou en dépression. Mais Olivier, alors là, on est d'accord qu'il y a des tempéraments et que on peut dire que certaines personnes ne devraient pas vivre certaines situations parce qu'elles sont délétères pour eux. Mais est-ce que quand même, Tout à fait. Malgré tout, en adaptant un peu mon comportement, sans changer forcément qui je suis, est-ce que je peux quand même, dans une situation qui habituellement n'est pas bonne pour moi, est-ce que je peux quand même changer ma capacité à mieux adapter cette situation? Tout à fait. Ben, on peut changer le point de vue, on change de point de vue, et c'est justement ce que j'accompagne, moi, quand des gens viennent pour des accompagnements guidés, c'est qu'effectivement, on va changer de point de vue de la situation. Si tu es dans l'émotion qui est provoquée par la situation, t'es foutu, parce que c'est l'émotion qui te pilote. C'est pas toi qui dirige, c'est tes neurotransmetteurs. Par contre, si tu te dissocies, et là, la méditation fait partie de ces outils pour s'espacer et être en dissociation par rapport à la méditation. T'as dit par rapport à la méditation, mais ça voulait dire par rapport à la situation. Par rapport à la situation, tout à fait. Une question me vient, j'arrive pas à faire la différence encore en vous entendant entre l'effet, donc pareil, pour reboucler sur la situation actuelle, j'ai peur du coronavirus, j'ai peur qu'il y ait une pénurie dans mon magasin, je remplis mon coffre et mon chariot de choses qu'il va me falloir 6 mois à écouler ou à manger. Enfin bref, j'ai des comportements assez irrationnels en réaction à la peur de la situation que j'entends par les médias. Est-ce que la méditation permet de prendre un vrai recul et une vraie distance par rapport à ces stimuli extérieurs, ou est-ce que c'est une forme de ce qu'on appellerait, un mot qu'on n'a pas encore employé, c'est l'autosuggestion? C'est-à-dire tout simplement, je me dis exactement l'histoire inverse que ce qui est en train de m'être dit. On me dit attention, le coronavirus, ça fait peur. Et moi, tout d'un coup, je me dis bah non, j'ai pas peur et
ou alors je cède à la panique et j'ai encore plus peur que ce qu'on me dit. Vous voyez, autosuggestion. Oui, tout à fait. Je te laisse répondre, Olivier, parce que là, c'est... Alors justement, Bibouda m'a demandé d'intervenir samedi. Je vais faire là une séance d'hypnose pour justement permettre aux gens de lutter contre les anxiétés par rapport au coronavirus. Et le week-end après, le dimanche, je vais faire une séance qui est sur la méditation. Et j'ai voulu faire 2 formes différentes pour que les gens essayent, parce que je ne vais pas me permettre de dire que quelque chose est plus efficace qu'autre chose. Pour moi, il faut jamais me croire, comme je dis, il faut expérimenter. Et ce sont les gens qui sont plus sensibles à être dans le contrôle, ou des gens qui sont plus dans dire j'en ai marre du contrôle, je veux lâcher prise. Les personnes qui assisteront aux 2 n'auront pas du tout les mêmes effets, les mêmes perceptions. On pourrait prendre 8 000, 10 000 personnes qui seront présentes, on aurait 10 000 réponses différentes. Donc pour moi, je disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui est un extrémiste. J'ai horreur de l'extrémisme dans n'importe quel domaine, et les puristes, il faut prendre ce qui vous convient. Et quand je dis aux gens, ne me croyez pas, testez, je dis, mais surtout, vous ne vous croyez pas non plus. Testez avant d'avoir un point de vue. Parce que si tu as un point de vue avant de tester, c'est tes croyances, c'est tes perceptions, tu bloques les sensations parce que tu te fais une représentation mentale de ce qu'il va faire. En fait, c'est pas ça. C'est que tu as après une réflexion que tu fais sur tes sensations. Mais c'est les sensations qui doivent te guider. Et pour répondre donc à ce qu'on vient de dire là, il y a 2 types de courants. Il y a le courant matérialiste et il y a le courant mentaliste. C'est-à-dire que les mentalistes, ce sont les gens qui pensent ce qu'ils font. Les matérialistes, c'est ceux qui font ce qu'ils pensent. Voilà, c'est 2 choses différentes et ça permet de comprendre pourquoi il y a des gens qui seront plus dans l'hypnose et des gens qui seront plus dans la méditation. Il fallait que tu sois là ce soir parce que moi, j'aurais pas su cadrer les choses de cette façon-là. Oui, c'est un peu pour ça qu'on m'a invité. Donc c'est pour ça que je prends plaisir parce que ce que je fais grâce à vous, c'est pas facile à placer dans la conversation. Alors, c'est de la méditation, c'est quoi? C'est de l'autosuggestion, c'est juste la tentative de reprendre un petit peu une description du monde qui est moins affolante ou... Alors, je te laisse répondre, Olivier, là. Juste ma vision des choses. Ouais, vas-y. Parce que souvent, mais ça réjaillit en moi parce que je connais, mais souvent, quand on parle d'autosuggestion, il y a un petit côté péjoratif qui peut venir tout de suite derrière parce qu'on pense souvent à la méthode Coué. Et comme les gens ne connaissent pas du tout la méthode Coué, c'est-à-dire que souvent les gens ne connaissent que la partie simpliste de la méthode Coué. Enfin, plus exactement, la méthode que certaines personnes visualisent comme simpliste. Parce que Coué, c'est pas simpliste du tout. Mais simplement, il est parfois perçu comme simpliste. Pourquoi? Parce que c'était un vulgarisateur, c'était un homme qui voulait vraiment répandre ce genre de technique dans la population. Il voulait pas écrire des livres, il n'avait pas un ego surdimensionné, cet homme-là, enfin pas à ma connaissance. Et c'est vrai qu'il a popularisé l'autosuggestion, mais sauf que beaucoup de gens ont confondu l'autosuggestion avec le je vais bien, tout va bien, c'est-à-dire tout va bien, Madame la Marquise. C'est en gros fuir la réalité et raconter n'importe quoi. C'est pas du tout ça l'autosuggestion et c'est pas non plus ça la suggestion non plus. Donc, si je peux me permettre ce soir de réhabiliter notre ami Émile Coué, d'ailleurs je précise qu'on peut avoir son livre sur notre site internet, il est offert à nos clients. Osez le lire, son petit livre de 80 petites pages. Et, bon, je veux dire, dans les années 30, tu ne contrediras pas Olivier, on n'a pas encore démenti tout ce qu'il avait trouvé. Il y a plein de choses qu'il n'avait pas trouvées. Alors, je vais rebondir parce que j'adore Émile Coué. D'ailleurs, j'ai fait un séminaire il y a plus d'1 an où j'ai parlé d'Émile Coué et dans ma lettre interne, j'ai fait justement la semaine dernière, c'était la 7e infolettre où j'ai parlé des techniques de Coué et la prochaine, c'est sur les 6 lois de la suggestion, l'effet inverti, l'effet donc d'imitation et tout. Alors, j'aime beaucoup parler d'Émile Coué d'abord parce que c'est le 3e Français le plus connu aux États-Unis. Et en France, on parle toujours de Milton Erickson, d'hypnose ericksonienne. Aux États-Unis, on parle toujours d'Émile Coué. Et quand je rencontre des gens de la NGH, je fais partie de la National Guide of Hypnotists, eh bien, ils te disent Émile Coué, the great Émile Coué. Et quand il est allé en 1922 faire sa tournée aux États-Unis,
Il faut savoir, non, pardon, 1925. Donc 1922, il a écrit son livre, c'était il y a 98 ans. Il est le premier à expliquer, c'est pour ça que les Américains le portent sur un piédestal, à dire que chaque fois qu'il y a un conflit entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Autrement dit, parce que j'explique dans mes séminaires, c'est qu'on a 4 types de pensée. Il y a celui qui veut quelque chose, qui est dans le conscient, qui est dans la volonté, mais qui, au niveau de son inconscient, il sent pas les choses, il commence à s'autocritiquer, la petite voix intérieure, il pense qu'il n'y arrivera pas, mais il n'y arrivera jamais. Alors c'est pas mérité, parce qu'il fait des efforts, et quelque part, il n'y arrive pas parce qu'il se sabote par son inconscient qui n'est pas programmé sur la réussite. Et à côté, tu as des gens qui font pas beaucoup d'efforts, mais qui te disent, de toute façon, ça tourne toujours bien pour moi, tout tourne toujours à mon avantage, j'ai une bonne étoile, de toute façon, je vais trouver une solution. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait encourager ça, mais tu sais quoi, ils ont des résultats que n'ont pas les autres. Et là non plus, c'est pas forcément mérité par rapport aux efforts. Il n'y a pas l'effet converti, comme il dit. Par contre, si tu mélanges la volonté et l'imagination, mais là, comme il disait, c'est multiplié, c'est la puissance. Les deux se multiplient. Et c'est ça qu'il faut avoir. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le coronavirus, avec le modèle de vie qu'on a, bien combien de personnes arrivent à avoir la faculté le soir à visualiser ce qu'ils veulent pour le lendemain, parce que tu es fatigué, tu es épuisé, et c'est là qu'un outil d'hypnostimulation est très utile, parce qu'il te permet de reprendre le contrôle de ton imagination très facilement, alors que c'est l'imagination qui, en fait, si elle n'est pas bien orientée, va créer la vie que tu souhaites, la vie que tu souhaites pas. Je ne pourrais pas dire ça mieux, hein, tout à fait. Je partage à 1000%, et ça me fait plaisir que tu rentres. Je ne savais pas que tu appréciais autant Émile Coué. Moi, dans toutes mes formations, alors, je vais aller chercher ma prise parce que je pense que je vais avoir un petit problème de batterie. Alors, je reviens. J'étais en train de dire que dans toutes mes journées de formation, je rends toujours un vibrant hommage à Émile Coué parce que justement, je trouve qu'en France, comme le vient de le dire Olivier, aux États-Unis, il est mis sur un piédestal, et en France, il est méprisé. Et je trouve que c'est vraiment injuste parce que il avait fait des trouvailles incroyables. Des trouvailles qui n'ont toujours pas été démenties aujourd'hui et qui sont toujours à l'ordre du jour, même si Milton Erickson et d'autres ont développé d'autres techniques, évidemment, mais n'empêche que les grands principes de base, Émile Coué les avait trouvés et les avait mis en pratique et avait permis aussi à plein de gens de les mettre en pratique. Et d'ailleurs, c'est un peu... Alors, je n'ai absolument pas le lien entre moi et Émile Coué, c'est cette volonté de partage. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une très mauvaise période dans ma vie où j'ai découvert ces outils qui m'ont sauvé la vie. Et après, vraiment, il y a quelque chose en moi j'ai besoin que ces techniques-là soient partagées parce que ce sont des techniques simples. Je dirais même avec ou sans cadenas. Olivier l'a dit, avec cadenas, c'est beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas les sous, vous ne pouvez pas vous acheter un outil comme ça. C'est possible tout de même. Voilà. Moi, justement, ce soir, je ne voulais pas non plus on arrive à dire, voilà, si vous voulez méditer, il faut forcément acheter un cadenas. Non, c'est pas ça. Pourtant, moi, on les vend quand même, comme on voudrait. Mais non, il n'y a pas que ça. Par contre, c'est sûr que si vous avez les moyens et que si vous pouvez accéder à ce genre d'outils, alors évidemment, là, vous avez la Rolls et toutes ces choses-là iront beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, attends, donc justement, on a émaillé un petit peu notre entretien d'adoption à ce fameux casino. On n'en a pas encore parlé, les gens ne savent pas ce que c'est. Et si tu veux, comme Olivier l'a introduit et que vous avez introduit les bénéfices du casino, en quelques mots, Arménio, je crois qu'Olivier est un utilisateur, comme il l'a dit, donc il pourra témoigner un peu de son retour hein, là-dessus. D'ailleurs, moi aussi après, mais bien après vous. Mais tout d'abord, c'est quoi le casino et qu'est-ce que ça fait, Arménio? Alors, moi qui en parle tous les jours, c'est pas toujours facile à être, comment dirais-je, disert sur la chose. Je dirais qu'un casino, c'est d'abord un outil thérapeutique. C'est un bijou de la technologie qui combine la lumière, la couleur et le son, et surtout les fréquences lumineuses et les fréquences sonores. Après, on détaillera. Et ces fréquences ou ces pulsations sonores et visuelles sont connues pour leur impact positif sur le cerveau. Tout à l'heure, Olivier a évoqué le fait que dans notre cerveau, il y a différents états, différentes zones et différentes fréquences qui correspondent à l'activation de certaines zones à certains moments. Et justement, on sait que certaines fréquences vont nous détendre, nous relaxer ou nous endormir sur commande.
alors que d'autres fréquences vont au contraire produire en nous une grande stimulation cérébrale, permettant une concentration maximale, par exemple lors d'une tâche. C'est-à-dire que le casina permet aussi bien d'aller dans un sens de la relaxation, de la méditation, voire du sommeil, ou si on le souhaite, par exemple, imaginons entre midi et 2 heures, je dois reprendre le travail et je me sens un tout petit peu en manque d'énergie, eh bien, on a des séances qui vont au contraire stimuler notre mental pour nous mettre plus au travail, pour nous mettre plus en concentration. Voilà. Excuse-moi, Aurélio, je t'en prie. Est-ce que vous avez un exemplaire de ce dont vous parlez? Oui, d'accord. Attends, je ne sais pas si on peut. Alors, attends, on peut peut-être déjà montrer. Alors, d'une certaine façon, voyez, ça ressemble, on dirait des lunettes de soleil. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Oui, on voit bien. Des soleils, sauf que ces lunettes ne protègent pas de la lumière, mais elles envoient de la lumière. Et pas n'importe quelle de la lumière, puisque c'est de la luminothérapie. Alors, je vais vous le démarrer 2 secondes, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, voilà, je le démarre. Je cherche un programme. Hop. Voilà. Alors, évidemment, ici, ça se passe donc les yeux fermés. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'à l'écran, on ne voit pas forcément. Ouais, on voit. Vous voyez que ça clignote? Voilà. Donc, ça se passe devant les paupières fermées. C'est impératif. En tout cas, on peut ouvrir les yeux parce que c'est de la luminothérapie, on ne risque rien. Mais par contre, pour avoir les effets dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est forcément les yeux fermés. Et simultanément, sur cette sorte, ça ressemble un peu à un iPod dans le temps, je ne sais pas si on le voit. Un peu un iPod. Parce que là, on voit pas bien. Hein. Non, c'est bien, mais ouais, plus loin. Plus loin? Ouais, voilà. Bon, ouais, ça marche. Là, on voit, ça marche. Donc voilà. Donc ça ressemble à un iPod. Avec le navigateur, on choisit les différents programmes que contient parmi les différents programmes que contient l'appareil. Mais les programmes de base ont forcément de la fréquence visuelle, de la fréquence sonore. Attention, quand je dis fréquence sonore, je ne parle pas forcément de musique pour l'instant. Hein. Ce sont des fréquences qui vont accentuer l'effet des fréquences visuelles, qui vont être proposées dans l'oreille gauche et l'oreille droite. Et ce sont on appelle ça des sons binauraux. C'est Monroe qui, aux États-Unis, a beaucoup développé ça. Ouais. Donc, les sons binauraux, c'est-à-dire qu'on envoie des fréquences différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche pour créer un effet de synchronisation de nos hémisphères. Et ça va être augmenté par l'effet des lumières. Alors, en même temps que nous avons donc ces fréquences visuelles et ces fréquences audio, on va avoir simultanément de la musique et, selon les séances, ou de la méditation guidée, ou de la sophrologie, ou de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va avoir des voix qui vont nous parler, nous guider, nous emmener tranquillement vers l'état souhaité, en nous expliquant ce qu'il faut faire, comment il faut le vivre, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, en général, pour nous relaxer, pour nous détendre. Encore une fois, selon les séances. Hein, là, je vous décris une séance guidée, mais il y a aussi plein de séances qui ne sont pas guidées. C'est-à-dire qui vont juste avoir un impact sur nos zones cérébrales pour nous faire changer d'état de conscience sans forcément nous guider. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est que ici, vous n'avez pas forcément besoin de faire d'efforts ou de mettre en place une technique pour changer d'état de conscience. Il suffit de se laisser guider par l'outil et très rapidement, vous allez atteindre l'état souhaité en fonction du programme que vous avez choisi. Si vous avez choisi un programme pour dormir, eh ben, très rapidement, vous allez vous retrouver en état de sommeil. Si vous avez au contraire choisi un programme pour se stimuler après une pause, eh bien, vous allez avoir un programme qui va vous stimuler. Voilà. En fonction du choix. Et donc, ces différentes voies vont utiliser diverses techniques dont a déjà parlé Olivier. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est des pragmatiques. Donc, on a à la fois certaines séances qui sont très typées hypnose, très typées sophrologie, très typées méditation guidée. Mais par contre, en général, nos séances mélangent un peu toutes ces techniques avec plutôt l'idée d'atteindre un objectif rapidement et efficacement plutôt que de correspondre à une école ou à ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui marche. D'accord. Olivier, vous, en tant que neuroscientifique, ou du moins spécialiste. Alors, je vais dire qu'effectivement, le fait d'utiliser des sons binauraux, j'ai travaillé à l'époque EmiSync, qui est la méthode
l'Institut Monroe, avec 2 niveaux. On faisait ça sur 2 week-ends, donc de 2 jours. Donc niveau 1, niveau 2, on allait sur ce qu'on appelait les focus 10, 12, 28, qui correspondent à des ondes θ ou delta. En fait, le fait de travailler l'harmonisation des 2 hémisphères, donc avec les sons binauraux, permet de stimuler la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui permet de rentrer dans des états assez profonds de détente. La deuxième chose, c'est que les stimulations visuelles, elles agissent au niveau du cortex occipital, qui est situé ici, au niveau de la nuque et du tronc cérébral, et c'est au niveau du cortex occipital qu'on libère aussi de la sérotonine. Donc dans les 2 cas, on est dans une stimulation neuronale, quelque part assez intéressante, de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine. Oui, parce que stimulation visuelle et auditive, alors que ce soit à travers un appareil ou d'autres méthodes, on peut modifier la sécrétion des neurotransmetteurs qui sont ceux du bien-être, du mieux-être. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents états, alors que ce soit en hypnose ou en méditation, sont induits par la libération de neurotransmetteurs. Donc, la relaxation, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, le système parasympathique, induit ce qu'on appelle l'état alpha. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ondes moyennes qui sont caractérisées par les ondes θ. Et là, c'est le neurotransmetteur GABA. Le GABA, on le connaît par l'utilisation de certains médicaments, par exemple comme les anxiolytiques et particulièrement les benzodiazépines, par exemple l'Isanxia, le Lexomil, agissent et inhibent les récepteurs GABA. Autrement dit, quand on est angoissé, lorsqu'on est anxieux, quelque part, il faut stimuler les récepteurs GABA. Et c'est pour ça que les gens qui sont angoissés, anxieux, n'arrivent pas forcément à lâcher prise, que ce soit en hypnose ou en méditation. Et puis le 3e niveau, qu'on appelle les ondes delta, qui permettent d'aller dans des niveaux profonds, sont stimulés en fait par la sérotonine. Donc dopamine, c'est l'état de veille, acétylcholine, c'est l'état de relaxation, GABA, c'est l'état de relaxation moyenne et profond, donc c'est la sérotonine. D'accord, parfait. Alors, pour ceux que ça intéresse, je mets en lien ici, en bas, la possibilité d'accéder et d'en savoir plus sur le Casina, de vous renseigner bien plus. Et d'ailleurs, Armenio, je crois qu'en préparant cet entretien, vous disiez que vous aviez élaboré une méditation spéciale pour la situation, une méditation spéciale système immunitaire, c'est ça? Absolument. Là, depuis, elle a été terminée hier. Donc, évidemment, mais cette méditation, évidemment, elle va être offerte à tous nos clients qui ont un Casina, mais plus largement à toute personne qui souhaitera l'utiliser. Évidemment, elle a été conçue pour utiliser toutes les technologies du Casina, mais elle fonctionne aussi sans Casina, sachant quand même que la lumière, les effets de la lumière ici représentent plus de 80% des effets. Donc, évidemment, que les voix, ça sera un tout petit peu moins efficace, mais malgré tout. Donc cette méditation, elle a comme objectif d'une part de nous détendre, de nous libérer de ce stress que nous provoque la situation. Donc ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de concentrer notre visualisation sur d'abord le miracle qu'est notre corps, sur ses possibilités absolument incroyablement puissante, illimitée quasiment. Et si on ne doute pas de lui, et si on se concentre sur ses capacités, eh bien, on peut, grâce justement à la suggestion, augmenter considérablement notre état de nos défenses naturelles. Donc là, l'idée, c'est premièrement de supprimer le stress pour que ne subisse pas le stress de la situation ambiante, qui le stress lui-même baisse nos défenses immunitaires. Et au-delà de ça, eh bien, d'utiliser la suggestion pour vraiment nous connecter à ces croyances positives sur la puissance de notre corps. Je crois qu'on n'est pas assez, comment dirais-je, conscient des incroyables ressources que recèle notre corps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On ne s'en doute absolument pas. Et effectivement, le fait d'être relaxé et ensuite de connecter notre imaginaire, notre inconscient à tout le génie du corps humain. Parce que, d'ailleurs, on en parle dans la méditation, à un moment, on dit, ben voilà, un corps humain, aujourd'hui, c'est quand même environ 100 000 milliards de cellules. Une cellule, c'est environ 1000 milliards d'atomes. Et quand vous pensez que cette chose, entre guillemets, reste organisée pendant environ 100 ans,
je prétends que c'est un miracle. Et que, puisque c'est un miracle, faisons-lui plus confiance qu'on ne le fait aujourd'hui avec notre esprit. Parce que si notre esprit va à l'encontre de notre corps, de notre imaginaire, eh bien, on va dépérir. Et si tout ça va dans le même sens, alors là, on peut atteindre des états de bien-être d'une part et de protection. Parce que aujourd'hui, finalement, il y a des controverses sur les divers médicaments, mais le meilleur médicament, c'est nos défenses naturelles, c'est nos globules blancs qui vont le manger, ce virus. Et que la casse on va en faire de la charpie. Olivier, oui. En méditant, on peut faire quelque chose pour son immunité antivirale? Alors tout à fait, en méditant, et puis moi ce que je vais conseiller, je ne sais pas si on me voit bien à l'écran, c'est de stimuler le thymus qui est situé ici. Et en fait, en le tournant dans les sens horaires, c'est le sens des aiguilles d'une montre, en mettant du tea tree, donc c'est l'arbre à thé, donc avec cette huile essentielle, on va pouvoir stimuler son immunité. Et on peut aussi faire comme ceci, donc du tapotement sur ce point-là pour stimuler l'immunité. En tout cas, c'est ce que font les hindous. On travaille la confiance en soi, on travaille l'immunité en stimulant le thymus, qui est une glande endocrine qui effectivement est à l'origine de l'immunité avec l'intestin, parce que l'intestin, c'est la barrière qui nous protège de l'environnement. D'accord, très bien. Écoutez, on a là une heure d'entretien passé. C'était vraiment très intéressant, vraiment passionnant. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions-réponses, parce qu'on a beaucoup de questions. Ça a visiblement beaucoup intéressé nos auditeurs. Donc, je vais me faire leur voix et vous poser alternativement, ou celui qui veut récupère la question au vol et y répond. François, juste, je pense que c'est le bon moment de le dire, parce que comme il est possible que certaines personnes on ne répond pas à toutes les questions. Pour pas qu'ils s'impatientent trop, je voudrais juste leur dire que à la fin du webinaire, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais comme la dernière fois, Bibouda me transmet toutes les questions qui ont été posées lors du webinaire, et celles auxquelles on n'aura pas répondu, je ferai de mon mieux dans les 24, 48 heures, 70 heures, en fonction de mon timing. Je m'engage à répondre à toutes les questions personnellement. D'accord? C'est pour ceux à qui on n'aura pas répondu ce soir, qui se sentent pas, voilà. Je répondrai après le webinaire. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, et on a beaucoup de questions, donc c'est bien de le préciser, Armédio. Super. Voilà. Alors, première question de Ragida. Bonsoir, je pratique la méditation depuis plus de 10 ans, et à ce jour, je n'arrive pas à être bien focalisé. Lors de la méditation, je ne cesse de ramener ma concentration sur la méditation, autrement dit, ne penser à rien. Comment faire pour méditer sans que mon esprit continue à créer des problèmes à résoudre? Bon, écoute, Olivier répond, puis après moi je réponds avec Katina. Je pense que alors, voilà. Donc ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, on se retrouve à ce problème du vipassana dont je parlais. Je critique pas le vipassana, je dis que le vipassana, il faut le pratiquer tout le temps. Quand j'ai fait la formation de MBSR sur 8 semaines, nous avions l'obligation 6 jours par semaine de faire le body scan, donc couché. Alors c'était 45 minutes, et puis le soir tu fais ça. Donc c'est un entraînement permanent pour te dire, lors de la huitième séance qui se passe sur une journée, qu'en fait, si tu arrêtes pendant 2 mois, tu perds tous les bénéfices. Donc, tu n'as jamais dans la méditation d'état acquis. C'est un état que tu as, mais qui ne va pas rester, et c'est pas parce que tu as fait un stage de MBSR avec 6 x 8, donc 48 séances, que tu dois faire chez toi pour entretenir ce que tu fais, donc une fois par semaine, que tu vas garder cet état-là. Ça s'entretient. Donc, pour moi, c'est pas facile de pouvoir rester là-dedans. Donc, quand j'entends, il faut lâcher prise, d'abord, il faut rien faire par obligation, et plus on va vouloir dire il faut que je lâche prise, moins je vais lâcher prise. Par contre, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur cette méditation de concentration, c'est-à-dire je réponds donc à la personne qui a posé la question, de fixer un point sur le mur, de porter son attention sur le mur et rien d'autre que le mur, que ce point n'est important. C'est-à-dire je ne suis pas dans l'accueil comme le vipassana, je me concentre comme ceci, et je vais compter tous les bruits extérieurs, c'est-à-dire que ma conscience est à l'extérieur de moi, puisqu'elle est dans le point, et elle est à écouter les bruits. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer, chère auditrice, c'est que tu n'auras aucune pensée,
aucune pensée. Et tu fais ça tous les jours. Tu essayes de tenir 3 minutes, puis 4 minutes, d'aller un peu plus loin à chaque fois, jusqu'au moment où tu arrives à tenir 12 à 15 minutes. Et tu découvriras que tu es capable de pouvoir, en fait, espacer tes pensées. Et c'est ça le but de la méditation, c'est d'avoir de moins en moins de pensées, parce que le secret des gens qui sont dans les sociétés initiatiques, c'est d'aller entre deux pensées, aller à l'intérieur de soi. En fait, chaque fois que tu es pris par les pensées, ça te sépare et ça t'empêche d'être dans ce qu'on appelle des sensations d'unité. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si c'était un peu compliqué. Non, moi, tu vois, et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand toi, là, vous venez d'avoir une technique sans Kasina. La technique avec Kasina, dès que vous allez mettre les lumières, eh bien, la focalisation, elle est instantanée, automatique. À partir du moment où vous avez les fréquences visuelles qui traversent vos paupières et vont créer une imagerie à l'intérieur de vous, c'est pas possible de penser à autre chose. C'est quasiment impossible. C'est instantané. Et en plus, en rajoutant le son binaural, en rajoutant le guidage, au bout d'un certain temps, vers le milieu de la séance, non seulement on arrive à ce que la personne se défocalise complètement de son univers, mais en plus, on va lui permettre de mettre son mental totalement au repos, qui est un état d'esprit donc qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, Olivier parlait d'état, je dirais, progressif de relaxation. Ici, quand on utilise le Kasina, il y a un moment donné, quand on crée une certaine confusion entre les lumières, les sons binauraux, la musique et les voix en 3D qui parlent au-dessus, à droite et à gauche, il y a un moment donné, il y a une saturation du mental qui va faire que le mental va dire, soit il va refuser l'expérience, il va dire c'est trop pour moi, c'est pas le moment. Et voilà, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Mais dans 99% des cas, votre mental, il va se mettre au repos absolu. Mais très, très, très rapidement. Et là, on va obtenir quelque chose qui est plus intéressant encore que de se relaxer tout seul. C'est le fait d'avoir simultanément mon mental à l'arrêt, mes deux hémisphères synchronisés. Et en plus, comme on a des fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche, on va créer des micro-mouvements oculaires. Eh bien, ces trois phénomènes-là simultanément vont en fait induire un état cérébral qui est similaire à ce qui se passe dans le sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, ça va créer une sorte de repos, de libération de stress et de surcharge émotionnelle. D'accord. On ne peut pas faire tout seul, sauf si on dort. Sauf si on fait une sieste. Si on fait une sieste, alors là, effectivement, ça c'est le top du top, c'est génial. Mais si on fait une séance avec le Kasina, non seulement ça a toutes les vertus dont on a parlé jusqu'à présent, et notamment de focaliser son attention jusqu'à perdre complètement le mental, mais du coup, grâce à la synchronisation des hémisphères provoquée par la lumière et les sons binauraux, et grâce au micro-mouvement oculaire, là, on passe une étape supérieure, où on a des effets qu'on ne peut pas avoir dans des techniques sans le Kasina. Donc, en gros, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est le Kasina permet, oui, d'apprendre certaines techniques de méditation, d'auto-hypnose, etc., mais aussi apporte des choses spécifiques qu'on ne peut pas avoir sans le Kasina. D'accord. Olivier Armenio, alors Félix vous demande, alors donc il emploie le terme de stimulation, mais on peut imaginer que dans le cadre de notre webinaire, la méditation, l'auto-hypnose, donc ces techniques ont-elles un rapport avec la glande pinéale? Peut-être toi, Olivier, je sais pas, mais moi je peux répondre, mais oui. Alors moi, avec moi pour répondre à ça. Alors moi, je vais dire que la méditation et l'auto-hypnose n'ont aucun rapport avec les glandes pinéales. Par contre, les appareils d'hypnostimulation, oui, agissent sur la glande pinéale. Ça, c'est différent. Oui, tout à fait. C'est un des effets, bon déjà parce que ça travaille sur la lumière. Et sur la DMEA en particulier. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'au niveau du mécanisme, au niveau neuronal, etc., je ne sais pas ma spécialité comme à Olivier, donc je peux pas expliquer les choses de la même façon. Une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, mon expérience, moi j'ai plus de 15 ans d'expérience et plus de 10 000 clients dans le domaine. Et ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, les personnes qui souffrent d'insomnie et qui commencent à avoir une glande pinéale très atrophiée, qui commencent à avoir des taux de mélatonine faibles, eh bien, en utilisant le Kasina, alors attention, hein, je précise que là, on n'est pas dans une logique miracle. Hein, c'est pas, j'achète un Kasina, je fais 3 séances et j'ai géré mon insomnie. C'est pas comme ça. C'est je rapprends quelque chose. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre un mois.
Parce que pour des personnes qui, par exemple, sont en burn-out ou autre chose comme ça, bon, il faut quand même du temps. Mais et au bout d'un certain temps, eh bien, on voit bien que la glande pinéale va reproduire de nouveau une quantité suffisante de mélatonine et qui fait que le sommeil naturel revient petit à petit et qu'au bout d'un moment, on n'a plus non plus besoin du casinat pour cette fonction-là. Donc, c'est clair que l'action du casinat sur, enfin, de toute façon, tout ce qui est par rapport, ici, on travaille énormément sur la lumière, donc c'est quelque chose qui est démontré comme ayant un effet très important sur la glande pinéale. Ceux qui veulent en savoir plus, il y a le professeur Denis Bedat qui a écrit un livre en français là-dessus et qui parle de ces technologies de stimulation visuelle. Il en parle très bien dans son livre qui s'appelle, je crois, Les nouvelles techniques de la santé. Ou les nouvelles technologies de la santé, je suis tout à fait sûr. C'est le professeur Denis Bedat aux éditions Très Daniel. Et lui, bon, ils ont bien mesuré tout ça en laboratoire et il conclut bien que ça a un effet très important sur la glande pinéale. D'accord. Effectivement, là, on parle d'hypnostimulation. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des sons binauraux, on agit sur l'harmonisation des deux hémisphères, donc c'est la sérotonine. Le fait qu'il y ait des stimulations visuelles, c'est le cortex occipital, c'est encore la sérotonine. Et la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Sans sérotonine, on n'a pas de mélatonine. Donc, si on stimule la sérotonine, effectivement, on va permettre à la mélatonine de rentrer plus dans le sommeil et d'alterner, on va dire, le cycle sommeil-veille. D'accord. Michel vous demande Olivier, est-ce que la pratique des différents points EFT peut correspondre à une forme de méditation? Alors non. Par contre, l'EFT correspond à une forme d'hypnose, ce qui est totalement différent. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, je vais en parler. Je suis intervenu dans un sommet, on va dire, francophone, premier sommet qui était sur l'éducation. Il y a plusieurs sommets sur l'EFT et j'explique comment je faisais les choses pour les différents sportifs que j'accompagne. Alors, je montre aux gens, on est sur une stimulation d'un premier point, c'est des méridiens chinois, et là, on est sur le point qu'on appelle inversion. Donc déjà, pour les personnes, et j'ai vu passer pas mal de questions tout à l'heure sur les angoisses, les anxiétés, on peut carrément bloquer toute angoisse ou anxiété en réfléchissant au problème et en tapotant sur cette partie-là, qui est effectivement l'EFT. Une fois qu'on a fait ça, on va passer donc effectivement sur une stimulation donc du point 20 au niveau du vaisseau gouverneur, et puis on va stimuler ici différents points, estomac, on va dire vessie. Donc l'estomac, c'est l'intégration des problèmes, la vessie, c'est la douleur, et on passe comme ceci pour stimuler certains points. Moi, ce que je fais par rapport à ce qui est enseigné habituellement, parce qu'on va faire ça pendant effectivement 30 secondes, et on va après passer comme ceci, allez, 5 secondes, et puis comme ceci, juste en stimulant et en passant à chaque point, en stimulant et en libérant. En fait, c'est du glutamate, pour être précis. C'est-à-dire quand on a eu des stress, on a eu des blocages, c'est le glutamate qui reste bloqué dans certaines, on va dire, cellules. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ceci, mais je reste sur ce point-là pendant 30 secondes. Et en fait, on crée un pattern en hypnose. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube où j'expliquais ça. Et puis au bout de 30 secondes, quand je fais ça, en fait, si vous le faites en même temps que moi, vous allez être un peu surpris parce que le pattern change. Et comme ceci. Et donc ça change un petit peu la donne. Par contre, je le fais pas n'importe comment, c'est-à-dire que je le fais comme ceci, sur la fréquence qui correspond à la fréquence sigma, qui est à peu près ceci, si vous voulez, quand on est sur les battements. Voilà, on est à 60 battements par minute sur un métronome. Et après, je vais ralentir. C'est-à-dire que quand je me suis habitué en faisant donc un pattern et en faisant donc une rupture de pattern, je vais commencer à faire comme ceci. Dans le rythme que je fais. Et ça provoque, mais alors, un phénomène hypnotique en 2 minutes. D'accord, super. Cette fois, une question pour vous deux. Alors évidemment, Arminio, tu as la réponse, mais voyons. Quelle méthode, Marilyn vous demande, quelle méthode connaissez-vous qui allie le spirituel, le thérapeutique et le bien-être physique?
on peut quand même dire, je peux quand même dire que le Casina participe un peu de tout ça. Là, franchement, pour le coup, on est au cœur du tunnel. Là, je dois dire que je peux pas trop insister parce que ça va être un peu lourd. J'entends pas là. Olivier a des petits soucis, il nous entend pas. Olivier, tu nous entends? Alors, j'entendais pas ce que disait Arménion. Moi, si on me demande, je vais parler d'hypnose spirituelle, parce que l'hypnose spirituelle, effectivement, ben, ça va permettre de se connecter un petit peu à ce qu'on appelle nos vies antérieures. Et puis, cet interlife, c'est l'espace où on se revient entre nos différentes vies avant de s'incarner, où on nous choisit, en fait, quel est le style de vie que l'on veut vivre et l'expérience qu'on veut avoir. D'accord. Et ça, c'est vraiment des objectifs avec différents programmes. Et puis d'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait peut-être, Olivier, qu'il y ait des programmes de toi dans le Casina, parce que franchement, quand je t'entends là, ça me met l'eau à la bouche. Ben, on en parlera avec plaisir. Hein, Arménion, avec plaisir. Je fais d'ailleurs une parenthèse pour dire que justement, Alpha Relaxation est un collaboratif et que justement tous les programmes que nous faisons, c'est pas une personne qui fait ça, c'est souvent la majorité des cas des collaborations, des fois parfois plus de 10 personnes interviennent pour mettre en place un programme avec des spécialistes dans chaque domaine. On a déjà travaillé avec plein de gens connus. Je vais pas leur faire la pub, enfin, je vais pas nous faire de la pub ce soir sur leur nom parce que ils sont pas là. Mais j'espère qu'un jour, aujourd'hui, on est en train de parler, par exemple, avec Alex Michel. On parle avec Olivier. On a déjà eu des collaborations avec des gens comme Michel Jeanne Noël. Enfin bref. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est que c'est pas une personne, c'est pas Arménio dans son coin qui fait tout seul ses petits programmes comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Évidemment, je manage un peu tout ça, mais en faisant intervenir justement des gens très pointus dans leur domaine. Et c'est pour ça que j'espère qu'un jour Olivier arrivera à nous mobiliser un tout petit peu de temps. Bon, l'invitation est lancée. On en parlerait ensemble. L'invitation est lancée. C'est parfait. Très bonne question qui peut-être va nuancer tout ce qu'on vient de se dire depuis le tout début, parce qu'on parle évidemment toujours de la méditation comme étant quelque chose de formidable. Mais Marilyn vous dit, en méditant tous les jours, je suis arrivé à un moment où j'ai eu peur d'avoir pris trop de distance du monde extérieur. Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais perdu une part de mon salaire, de mes droits de travailleur, ainsi de suite, et de mon rapport au monde. Y a-t-il un risque à méditer ou à trop méditer? Tout à fait. Ouais. Alors personnellement, effectivement, moi je conseille jamais aux gens qui sont dans des états, on va dire, de dépression, et vraiment de dépression qui sont prononcées, de méditer parce qu'on peut carrément se couper du monde et entretenir donc, on va dire, ce rejet un petit peu social. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, je connais des gens qui sont tellement dans l'excès qu'en fait, en provoquant ça, ils se coupent de l'extérieur. Donc, effectivement, être dans des programmations matin et soir de manière, on va dire, normale, on va dire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes comme je fais, il n'y a aucun souci. Mais si par contre on se coupe du monde, parce que le but c'est pas d'aller bien, c'est d'être d'être dans le déni de ce que l'on fait. Moi je connais des gens des fois qui sont dans des situations mal embarquées, mais qui ne décident pas d'être pilotes de leur vie. Ils font des techniques pour anesthésier les douleurs qu'ils ont. À un moment donné, il faut accepter ce qui se passe et dire comment je fais pour reprendre le pilotage de ma vie. Donc moi, la méditation, ces techniques-là, ça ne doit pas être des fuites, ça doit être au contraire des techniques que l'on prend pour méditer et se concentrer et reprendre le fil de sa vie. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et alors, j'aurais deux choses à ajouter là-dessus. C'est que d'abord, il y a certains types de personnalités qui n'ont pas forcément intérêt à utiliser ce genre de technique. Il y a certaines personnalités entre guillemets psychiatriques, toute forme de psychose. Très franchement, là, je peux pas développer ce soir, mais quand même dire que certains types de personnalités, justement, tu parlais de déni, Olivier, toutes les personnes qui fonctionnent déjà beaucoup dans le déni, si on utilise des techniques pour aller encore, pour créer de la distance. Et alors, pour en venir au côté méditatif, c'est que on parlait tout à l'heure de démarches spirituelles, mais il y a aujourd'hui plusieurs démarches.
Et il y a eu une démarche, je vais même pas la nommer, mais qui était de dire, voilà, aujourd'hui, nous, ici, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans la dualité. Et donc, je dois, l'idée de la démarche, c'était plutôt d'aller me connecter de plus en plus et de mieux en mieux à l'unité, c'est-à-dire d'aller vers une position d'équanimité où plus rien ne me touche, plus rien ne m'affecte, tout est beau, tout est grand, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de négation totale de ce que c'est que l'incarnation d'un être humain, qui doit d'abord avoir les pieds dans la terre pour prendre l'énergie. Et si on est trop dans le côté unité, ben on perd l'incarnation, on perd le lien avec le corps. Et là, du coup, on peut avoir des conséquences qui sont pas forcément bonnes. Et ça, et là, c'est pas seulement la méditation qui est en cause, c'est la recherche qui est derrière, c'est l'objectif qui est derrière. Ouais, d'accord. D'une part. Et d'autre part, pour le type de personnalité. Il y a des personnalités à qui l'hypnose est déconseillée, à qui nos techniques sont déconseillées. C'est des personnes qui ont une personnalité déjà trop, je dirais, dissociée. Eh bien, c'est pas une bonne idée de pratiquer ce genre de technique. D'accord. Me permet, j'aimerais répondre à Steph qui a posé une question sur un burn-out il y a 15 mois, parce qu'il y a tellement de burn-out aujourd'hui, effectivement, qui a du mal à retrouver une positivité malgré hypnose, méditation, elle reste bloquée dans une souffrance. Alors oui, effectivement, il faut faire de la méditation. Quand on sort d'un burn-out, il faut méditer. Alors je vais dire pourquoi, c'est que un burn-out, on a un abaissement de la dopamine, un abaissement de la sérotonine. Et c'est grâce à la méditation qu'on va augmenter la sérotonine. Simplement, s'il y a de la souffrance, c'est que le taux de dopamine, il remonte pas aussi vite. Et il faut faire donc par un médecin un bilan de neurotransmetteurs. On a des laboratoires à Metz ou par exemple à Strasbourg, comme le laboratoire Barbier qui est à Metz, qui vont doser les neurotransmetteurs qu'on fait dans les urines sur 24 heures. Mais surtout, si on veut remonter le taux de dopamine, et les gens, moi, que j'accompagnais avant, ben, au bout de 2-3 ans, ils n'étaient pas sortis du burn-out. Donc, en plus de la méditation, ben, il faut pratiquer, je vais montrer une technique de respiration alternée, et c'est de boucher, par exemple, pour commencer la narine droite, d'inspirer sur, on va dire, profondément, et je bouge pendant 15 secondes. Et je souffle par la narine droite. Je bouge 5 secondes. Et j'inspire par la narine droite, lentement. Et à nouveau, je vais boucher et faire 15 secondes de rétention. Donc, c'est une respiration alternée qui est basée vraiment sur une apnée longue. Et là, je peux dire que les résultats seront au rendez-vous très rapidement parce que cette respiration va permettre de pouvoir effectivement stimuler la dopamine. C'est la dopamine qu'il faut stimuler. Et malheureusement, l'auto-hypnose ne stimule pas la dopamine puisque c'est l'acétylcholine, le GABA, la sérotonine. La sérotonine est stimulée par la méditation, mais il faut stimuler aussi à côté donc la dopamine et surtout prendre beaucoup de recul grâce à l'hypnose. Donc il faut changer de style de vie. Je dis toujours que le burn-out est une épreuve initiatique. Alors là sur le burn-out, là il faut que je partage un tout petit peu mon expérience parce que d'abord j'en ai vécu un grave il y a plus de 20 ans. Et alors s'il y a une indication majeure pour l'utilisation d'un outil tel que le Casina, où là, ça vaut vraiment le coup de sortir votre porte-monnaie. C'est vraiment, si vous êtes actuellement en état de burn-out, il y a quelque chose qu'il faut rajouter à ce que vient de dire Olivier, c'est que dans ce que l'on vit, le stress qu'on vit au quotidien, il s'accumule dans nos mémoires émotionnelles et il s'accumule dans nos mémoires cellulaires. Et si au cours du burn-out, on ne libère pas, c'est-à-dire si on ne retrouve pas, nos mémoires émotionnelles à un niveau acceptable, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas, parce que la charge de tout ce qu'on a déjà pris va nous empêcher d'y arriver. Et c'est là où le Casina, pour le coup, va avoir une action très très spécifique, c'est que il va, j'appelle ça libérer mes poubelles émotionnelles. Eh bien, ces poubelles émotionnelles qu'on acquiert dans la journée. Alors, je dis ça de façon, basique,
pas de façon chimique. Mais une chose est sûre, c'est chaque fois que vous vivez un stress, ça s'inscrit dans votre corps. Et le seul moment où vous pouvez libérer ces mémoires, c'est pendant le sommeil paradoxal. Et ce que va faire le Kasina à l'état de veille, déjà, c'est au-delà de renforcer votre mécanisme de libération qui est le sommeil, et il faut que ce soit un sommeil naturel. Malheureusement, ce qui est démontré, c'est que les somnifères n'ont pas le même effet. Tu me confirmeras, Olivier, comment dirais-je, le sommeil obtenu sous somnifère n'a pas les mêmes qualités que le sommeil naturel. Et le Kasina même, pendant les séances, il y a des moments, compte tenu de la synchronisation des hémisphères, des micro-mouvements oculaires et de l'arrêt du mental, eh bien, cette attitude-là a été démontrée comme libérant ces fameuses mémoires et ces poubelles émotionnelles. Et ça, c'est essentiel pour sortir d'un burn-out. Et l'hypnose, comme l'a dit Olivier, va venir pour recadrer tout ça et pour remettre la personne sur d'autres perspectives, avec un autre point de vue, etc. Mais si on n'a pas libéré ce qui nous a accumulé, si on libère pas ce qu'on avait, si on libère pas les valises qu'on a portées pour en arriver là, eh bien, c'est compliqué de sortir d'un burn-out. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'accumulé. On a accumulé quelque chose dont il faut se libérer. Et pas seulement comprendre la situation et pas forcément changer la situation. Par exemple, c'est pas parce que je suis forcément sorti aujourd'hui de mon travail qui me polluait que tout de suite derrière, je vais arrêter mon burn-out. Pas du tout. Parce que ce que j'ai accumulé, je l'ai toujours. D'accord. On demande la respiration alternée pendant combien de temps? Eh bien, au départ, on en fait 4, comme je viens de montrer, alternée. Et puis, au bout de 2-3 jours, on en fait 5. Et puis, on monte à 6. Il faut toujours aller progressivement avec la respiration parce que c'est du haut voltage. Et il n'y a pas de mode d'emploi précis. Ça, c'est des techniques que j'ai appris dans mes voyages. Complémentaire, très complémentaire. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Tout à fait. Très bien. Olivier, Armenio, je vous remercie beaucoup. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Il y a des tas de questions qui n'ont pas eu de réponse, mais comme Armenio le soulignait tout à l'heure, il va prendre le temps de vous répondre, puisque beaucoup de questions concernent le Kasina, comme utilisation ou non, les contre-indications, Donc Armenio prendra le temps de vous répondre à tous, rassurez-vous, et nous aurons le plaisir, j'en suis sûr, de retrouver Olivier Madel-Rieu lors d'autres webinaires et d'autres magnifiques soirées. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci beaucoup Olivier, merci François, merci à tous. Bonsoir à tous. Merci, à bientôt.